America is addicted to oil, which is often imported from unstable parts of the world. Les Américains ne sont pas les seuls à être esclaves du pétrole. Nous le sommes tout autant. Et pour satisfaire notre état de manque croissant, nous devenons de plus en plus dépendants de fournisseurs douteux, tels Hugo Chavez au Venezuela, Mahmoud Ahmadinejad en Iran ou Vladimir Poutine en Russie. Et cette dépendance nous coûte très cher, trop cher. Un toxicomane ne dit jamais ce qu'il pense à son dealer. Nous sommes les toxicomanes et eux, les dealers. Pensez-vous qu'on puisse mener une discussion franche et honnête avec l'Arabie Saoudite ? Pensez-vous qu'il puisse y avoir une discussion franche et honnête sur la démocratie entre Thomas Jefferson et Vladimir Poutine ? Ou que les Européens osent dire ce qu'ils pensent ? Je ne le crois pas. La Géorgie, par exemple, est complètement dépendante de la Russie pour son énergie. L'année dernière, le pays a connu une pénurie totale d'énergie après l'explosion de 2 pipelines. La Russie n'hésite pas à utiliser le pétrole comme moyen de pression. Cette semaine, elle a annoncé à la Géorgie que les prix allaient doubler l'année prochaine. საგზნობი ნაწილი ჩამქრალია. როცა ჩვენი სახლები არ თბება, განვაცხადო, რომ საქართველო არასდროს არ დაიჩოქებს მუხლებზე. ვერ ეღირსება. ეს ხალხი მუხლებზე დაჩოქილი ჩვენი ერის ნახვას. Je ne pense pas qu'on ira jusqu'à renier nos principes. Mais nous baisserons la voix, oui. Nous baisserons la voix. Nous parlerons de la démocratie à voix basse, et pas comme ceci. Voilà le prix que nous payons, car nous sommes les drogués et eux, les dealers. Il semble urgent de nous défaire de cette dépendance. Nous devons trouver des solutions de rechange, très vite. Espérons qu'il n'est pas trop tard. Dans une soixantaine d'années, il n'y aura plus de pétrole. Peu après, il n'y aura plus de gaz. Nous pourrons tenir un peu le coup avec le charbon. Et il restera un dernier délai assez bref avec l'énergie nucléaire. Au printemps 2004, le pétrole brut se négociait autour de $35 le baril. Après, il y a eu la guerre en Irak. Elle n'a pas fait du bien au commerce du pétrole. La production irakienne s'est effondrée. En même temps, il y a eu une demande exponentielle de la part de l'Asie, surtout de l'Inde et de la Chine. Les prix ne sont pas prêts de chuter. Nous faisons face aussi à une baisse de production en Russie, sans parler des troubles politiques au Nigeria et des problèmes au Venezuela. Mais les gens attendent surtout de voir de quelle façon se réglera le conflit autour de l'enrichissement d'uranium en Iran. Tous ces faits ont accentué les tensions du marché. Voilà pourquoi les prix sont élevés. Au fil du temps, nous devrons nous habituer à avoir des prix de $80 à $100 le baril. Nous nous goinfrons d'énergie, surtout aux États-Unis. Nous représentons 4% de la population mondiale et nous consommons 25% de l'énergie utilisée dans le monde. Dans la rue, vous voyez un tas de familles de la classe moyenne conduisant des camions. À quoi ça rime ? On ne peut pas continuer ainsi. Nous sommes stupides. Nous nous conduisons comme des goinfres. Ce qui m'inquiète, c'est que les Américains ne comprennent pas ce qui se passe.
Il ne s'agit pas de la crise énergétique vécue par nos parents. Nous vivons dans un nouveau monde. Et tout d'abord, nous sommes en guerre contre des terroristes dont les activités sont financées par nos achats d'énergie. Nous finançons à la fois la guerre et le terrorisme. L'US Army, la Navy, l'Air Force et les Marines avec les impôts de nos contribuables. Al-Qaïda, le djihad islamique, l'Iran avec nos achats d'énergie. Quel trait de génie! Deuxièmement, la Terre est devenue plate. 3 milliards de nouveaux acteurs viennent de rejoindre le terrain de jeu économique mondial avec le grand rêve européen ou américain. Une maison, une voiture, un four à micro-ondes et un réfrigérateur. Leur demande exponentielle d'énergie va faire exploser le prix du pétrole. Troisièmement, et à cause du deuxième point, il va falloir trouver des solutions de rechange aux énergies fossiles qui produisent des gaz à effet de serre. Sinon, nous allons enfumer, saturer, chauffer et brûler cette planète devenue plate plus rapidement que lorsqu'elle était ronde. Avec leur forte dépendance au pétrole et au gaz, les Européens maintiennent ainsi au pouvoir un tas de régimes. Est-ce bien ce que nous voulons? Et quelles en sont les répercussions dans les pays concernés? Le Venezuela exporte beaucoup de pétrole, mais c'est à peu près tout. En revanche, nous importons énormément. Cette année pour 30 milliards de dollars et l'année dernière pour 25 milliards de dollars. Hugo Chavez se prétend anti-impérialiste, mais il fait des affaires avec les États-Unis. Nous vendons du pétrole à l'Empire et nous importons tout des États-Unis. C'est une attitude caractéristique des États pétroliers. Les États pétroliers sont hypertrophiques. Tous les États pétroliers ont un gouvernement disproportionné. Le secteur privé est faible, toutes les affaires se font à travers le gouvernement. Ces pays sont rongés par la corruption, car les entrées d'argent sont énormes. Comme toutes les affaires se traitent par l'État, eh bien cela favorise la corruption. Il y a beaucoup de dessous de table. Ces États sont toutefois un paradoxe. Ils encaissent des sommes colossales, ils semblent très riches, or le peuple est très pauvre. Quand on n'a pas de tissu industriel, on ne crée pas d'emplois. L'industrie du pétrole crée très peu d'emplois, car elle est grandement automatisée. Le secteur privé est très faible et n'est pas à même d'offrir des emplois. Quand on est esclave de rentrées d'argent aussi phénoménales à cause des prix élevés, eh bien ça rend bête. Une fois esclaves des prix élevés du pétrole, les gouvernements de ces pays ne se soucient plus de promouvoir l'innovation, la formation et la concurrence. C'est pourquoi, à long terme, je ne miserai sur aucun de ces pays. À long terme, ils ne fabriqueront pas des puces électroniques, ils planteront des pommes de terre. À court terme, ces pays vont amasser les dollars. Mais à la longue, si leurs dirigeants n'apprennent pas à leurs citoyens à survivre sans pétrole, ne leur donnent pas les outils éducatifs afin de devenir des entrepreneurs, des compétiteurs, des innovateurs dans ce monde devenu plat, eh bien, ils retourneront dans le désert. Dans le désert, il arrive qu'on ait une bonne idée. Par exemple, en se disant « il faut toujours voir plus loin que ses réserves de pétrole » ou bien « il faut penser au-delà du présent ». Les Saoudiens, les plus grands producteurs de pétrole au monde, mettent cela en pratique. En Arabie Saoudite, il y a 40 ans encore, nous étions tous des bédouins pauvres, même la famille royale. Il y a 40 à 50 ans, la famille royale n'avait même pas les moyens de se payer un vol à Beyrouth pour passer ses vacances. Nous étions tous pauvres. En 40-50 ans, nous avons bouleversé ce pays. Nous avons immensément développé cette société, que ce soit au niveau des affaires, de l'industrie, de l'éducation et de la santé. La première chose que nous ayons faite, c'est nous concentrer sur les ressources humaines. Nous avons envoyé chaque année 10 à 12 000 étudiants dans les universités américaines et européennes. Ces jeunes sont revenus et ce sont eux qui dirigent le monde des affaires dans le pays.
Toutes les sociétés sont dirigées par une jeune élite hautement diplômée, des jeunes qui ont fini leurs études il y a 10 ou 15 ans. Ce sont eux qui dirigent le secteur privé. Pour l'avenir, l'Arabie saoudite ne veut pas dépendre entièrement du pétrole, même si ses réserves sont plantureuses. Welcome to a new city that covers 55 million square meters and plays a significant role in the drive to diversify the Saudi economy in terms of quality and quantity across the fields of trade, transport, finance, tourism, industry, retail and research and development. We believe that we have Nos réserves de pétrole devraient encore durer 140 ans. Nous n'avons donc aucune inquiétude. Cela dit, le marché du pétrole est très volatile. Il est donc impératif de diversifier notre économie et de nous concentrer sur d'autres secteurs dont la valeur ajoutée est supérieure. In the heart of this new city stands the financial island. In its center, 2 towers up to 100 stories offer a compelling view of the surrounding skyline. The financial island will enable the Saudi economy to broaden its scope in terms of finance and investment by attracting the world's leading financial institutions and banks. I hate to see myself as a Saudi selling my Je déteste l'idée, en tant que Saoudien, de vendre mon pétrole à $100 le baril. too cheap. C'est trop bon marché, c'est bien trop bas. Le pétrole devrait se vendre en pharmacie. J'estime que le pétrole devrait être mieux utilisé, devrait servir à faire d'autres produits. Il ne faut pas offrir du pétrole bon marché à nos gentils amis américains et européens afin qu'ils puissent partir en week-end en amoureux. Qu'ils restent à la maison, comme nous, qu'ils se détendent en regardant la télé au lieu d'abuser de notre pétrole. Plus ils roulent, plus ils puisent dans nos réserves. Il faut que ça change. Ils le gaspillent? Ils le gaspillent absolument. Je précise aussi que l'Arabie saoudite a toujours soutenu les recherches sur les sources d'énergie. Et vous serez surpris, si jamais une technologie s'impose, les Saoudiens seront parmi les plus grands investisseurs. Nous gagnerons ainsi de l'argent avec cette activité. Et nous importerons cette technologie chez nous. Nous ne serons donc pas perdants. Très sage décision. Si des solutions de rechange au pétrole devaient surgir, les Saoudiens espèrent avoir engrangé suffisamment d'argent pour acquérir ces nouvelles technologies. Et les Russes ? Il faut comprendre que l'économie de marché est très récente en Russie. La croissance commence. Mais notre économie est encore en enfance comparée aux économies occidentales. Le passage d'une économie basée sur le pétrole à une économie plus innovante, une économie de services, c'est très difficile. Les revenus de l'exportation de pétrole sont si élevés qu'il est difficile de changer l'économie comme ça. Mais j'espère que la Russie le fera, car c'est la seule façon de développer son économie. C'est trop précaire de tout baser sur l'exportation du pétrole et du gaz. En Russie, le plus grand problème, c'est l'absence de concurrence. Lorsqu'on prend pour exemple l'Asie de l'Est, ces pays se sont modernisés. La clé du succès pour la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande, Singapour et la Malaisie, c'est qu'ils ont augmenté leur part de marché. Non pas avec des produits de très haute technologie, mais ils se sont imposés partout dans le monde.
Tous ces pays ont investi beaucoup d'argent, y compris les gouvernements, dans des sociétés compétitives qui peuvent rivaliser au niveau mondial. La Russie ne fait absolument rien dans ce domaine. L'économie russe est terriblement inefficace dans le domaine énergétique. Si l'on compare avec de grandes économies, comme le Japon, l'Italie, la France et l'Allemagne, eh bien les Russes consomment plus de gaz que tous ces pays réunis. Le produit intérieur brut de la Russie est 12 fois inférieur à la somme des produits intérieurs bruts de ces autres pays. Les Russes seront confrontés à des pénuries de pétrole et de gaz dans les années à venir, faute de creuser de nouveaux puits. Je ne pense pas qu'ils seront jamais exploités, car le déficit des investissements est colossal. La Russie est un immense pétrolier qui n'a pas changé de cap depuis très longtemps. Pourtant, les capitaines savent depuis toujours qu'il faut virer de bord. Ils le voudraient bien, mais ils n'y parviennent pas. Or, nous dépendons d'eux pour notre approvisionnement énergétique. Nous devons nous débarrasser de ce joug. Mais comment? Et après? Vers qui ou quoi se tourner? J'ai passé beaucoup de temps à sillonner les États-Unis et une chose m'a sauté aux yeux. Notre Congrès est en état de mort cérébrale. Son encéphalogramme est totalement plat. La Maison-Blanche, mort cérébrale. Pas la moindre vibration pour ce qui est de l'énergie. En revanche, le pays, lui, explose de vie. Les innovations autour des énergies alternatives explosent littéralement. J'ai sur mon bureau une pile de lettres de gens m'invitant à venir voir les recherches qu'ils font autour de l'énergie solaire, éolienne, nucléaire, à base d'hydrogène ou des biocarburants. Il y a une explosion d'inventions car, même si Washington est mort, même si le Congrès est mort, même si la Maison-Blanche est morte, nous avons un marché libre, flexible, qui ne cesse d'agir. Ne vous laissez donc pas aveugler par le fait que Washington semble en état de mort cérébrale. It's Jack Nicholson, all right. And the car he's driving is unique. It's a standard Chev with a standard engine, but what makes it unique is there's no gasoline in the car. It's running on hydrogen, and the hydrogen was produced by solar power. And this is the first demonstration. Just like a standard Chevy, and I backed it up because, you know, the last time the automotive industry tried to destroy an independent industrialist, they said that Tucker wouldn't back up. Remember that? Yeah. This change in process right here that you see coming up would take 58% of the air pollution out of every city in the world. I would say that a shift in the oil economy might change some of the politics of the world at this moment. There are a lot of very good things that could come from using the power of the sun. Après 1979 et la hausse soudaine du prix du pétrole, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Il y a eu une diminution folle et une explosion d'innovations qui nous ont permis de réduire de façon radicale nos importations de pétrole. Of course, this will revolutionize suicide. Instead of carbon monoxide poisoning, you'll just get a steam bath. Water. Gwyneth, do you turn off the lights when you leave your bedroom? I do. Cameron, do you turn your thermostat down to 65 degrees and wear a sweater? Yes, I do. Hey, I bet you leave the water running when you brush your teeth. Hey, why don't you go buy a hybrid car? Hey, I have one. Oh. Armés d'un optimisme indestructible, des stars se présentent comme des militants de la révolution. D'Avers, Richard Branson, qui a investi 3 millions de dollars dans les biocarburants. Les inventeurs de Google investissent bioéthanol brésil et font installer sur les toits de leur société des panneaux solaires. Anita Roddick, de The Body Shop, s'implique dans des projets de biocarburants Afrique. Jay Weaver cuisine avec l'énergie des éoliennes installées sur son toit. Quant à lui, il a promis de laisser ses hammers sur son pas de porte. What are you doing to save energy?
make us less dependent on foreign oil. Read our lips. Conserve. Unfortunately, the term green Malheureusement, aux États-Unis, le terme vert a été qualifié par ses détracteurs de libertin, écolo, antipatriotique, efféminé, vaguement français. Aux États-Unis, c'est terrible. Moi, mon propre combat, c'est de qualifier le mot vert de géopolitique, géostratégique, géoéconomique et patriotique. Vert. Qui seront les grands innovateurs en matière de carburants alternatifs? Qui seront les innovateurs de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, du nucléaire, des biocarburants? Souvenez-vous de ce que l'ancien ministre saoudien du pétrole, le cheikh Ahmed Zaki, a dit un jour. L'âge de pierre ne s'est pas terminé faute de pierre. De même, l'âge du pétrole ne finira pas faute de pétrole, mais parce que quelqu'un aura inventé une alternative au pétrole. Et cette course qui déterminera la répartition des pouvoirs au niveau mondial au début du XXIe siècle vient à peine de commencer. C'est cette course que je tiens à l'œil. Qui remportera la victoire? Quels pays seront les nouvelles superpuissances de l'énergie dans le monde? Et cette ère offrira-t-elle des opportunités ou sera-t-elle synonyme de dépendance? Il faut regarder du côté des biocarburants fabriqués à partir d'herbes et de céréales. Par ailleurs, il y a le composé sucre-céréales déjà utilisé aujourd'hui. Le Brésil est déjà autosuffisant pour ce qui est de son biocarburant à base de sucre, car ce pays est un grand producteur de canne à sucre. Au Brésil, les voitures roulent à ce carburant. Le phénomène peut gagner le monde entier. Mais cette situation est particulière au Brésil du fait de sa position dominante pour la production de sucre. Mettez du sucre dans votre moteur. C'est ce que font déjà 70% des Brésiliens. Le Brésil est le plus grand producteur de canne à sucre au monde. Avec le sucre, le pays produit du bioéthanol dont il exporte annuellement 700 millions de litres. C'est le plus grand fournisseur de biocarburants au monde. And soon, this fuel should become an environmental commodity quoted in the International Stock Exchange. The interest to adopt it in the diversification of fuel sources is also growing more and more in India, China, Canada, Poland, Thailand, Colombia, Peru, Paraguay, South Africa, Australia and Mexico. Cultiver son propre carburant semble une solution idéale. Mais le bioéthanol comporte aussi des inconvénients. Le brûlage des parties non utilisées des cannes produit d'énormes quantités de CO2. De plus, les petits cultivateurs de soja perdent leurs terres au profit de cultures à biocarburant, ce qui met en danger la production de nourriture. 2 uur, het NOS-journaal. Het brood wordt duurder. De bakkers gaan mogelijk 8 tot 11 cent meer rekenen voor een wit of volkorenbrood, zegt het Nederlands Bakkerijcentrum in Wageningen. Belangrijke grondstoffen voor het bakkersmeel, zoals tarwe en rogge, zijn 35% in prijs omhoog gegaan. De verwachting is dat door de tekorten de graanprijzen dit jaar hoog blijven. Les biocarburants doivent satisfaire à de hauts critères lorsqu'on se projette dans l'avenir. Le désavantage pour l'Europe, c'est que ce continent ne dispose pas de vastes espaces non habités. Les pays européens sont densément peuplés. La culture en faveur du biocarburant n'est donc pas une bonne option pour l'Europe. Cela signifie qu'on deviendra à nouveau dépendant de pays qui possèdent des hectares de terres de culture à revendre. Cela ne nous rendra donc pas plus indépendants. C'est bien de le faire comme transition vers l'avenir. Cela nous donnera le temps de trouver des solutions plus concrètes, tout en étant déjà plus respectueux de l'environnement. D'un autre côté, si l'Europe convertit des terres à la production de biocarburants, elle sera contrainte d'importer des céréales et sera à nouveau dépendante d'autres pays.
Tous les grands pays agricoles contribueront à la production de biocarburants. Le Canada y contribuera grandement. L'Australie aussi, dans une moindre mesure. Et puis, plusieurs pays sud-américains pourraient à l'avenir jouer un rôle plus important qu'aujourd'hui. En Afrique, bien que la production de carburants fossiles, de pétrole, connaît une hausse exponentielle, ce continent pourrait lui aussi contribuer à la production de biocarburants quand les Africains auront réussi à maîtriser la famine et les dégâts causés par les pluies et tous ces facteurs environnementaux qui se répercutent sur les prix. L'Afrique est aride, sèche, immense et caniculaire. Des conditions idéales pour le jatropha, une plante qui pousse partout, non comestible et dont les graines contiennent de l'huile, idéale pour produire du biocarburant. Au Swaziland, le jatropha est considéré comme l'espoir de l'Afrique. Le fait que le monde passe de l'énergie fossile à des sources d'énergie renouvelables va avoir un impact important. Au Swaziland, si nous produisions nous-mêmes de l'huile pour produire du biocarburant, cela changerait totalement la vie de nos concitoyens. Au lieu d'enrichir ceux qui produisent les énergies fossiles, notre peuple s'enrichira lui-même. Les régions plongées dans une situation désespérée deviendront des régions d'espoir. Les modestes fermiers africains deviendront-ils les futurs cheikhs de l'énergie ? Rien n'est moins sûr. BP, le géant du pétrole, s'est déjà jeté sur la production d'agroénergie. Et les Saoudiens ont également investi dans le secteur. Lorsqu'on prend l'Afrique, il faudra plusieurs décennies avant que la culture de ces plantes soit suffisamment étendue pour générer un volume conséquent qui vaille la peine d'être exporté. C'est une opportunité pour les populations locales. Mais dans les 10 à 20 ans à venir, le produit de leur culture ne jouera pas un grand rôle dans l'approvisionnement énergétique de l'Occident, des pays fortement industrialisés. Un groupe auquel se joindront bientôt la Russie, la Chine et l'Inde. Ils ne sont pas de petits pays. La Géorgie, petit pays du Caucase, possède également sa propre source d'énergie, l'eau. Ça tombe à pic, car leur dépendance à leurs voisins malveillants, la Russie et l'Iran, commence à devenir insupportable. In terms of energy, pour ce qui est de l'énergie, nous avons compris que nous ne pouvons plus continuer à dépendre des autres, car cela déstabilise la croissance économique du pays. Comme la Géorgie est riche en ressources hydrauliques, eh bien nous développons à marche forcée le secteur de l'hydroénergie. La priorité de la Géorgie, c'est de construire de nouvelles infrastructures hydrauliques. Pour l'instant, nous utilisons seulement 12 ou 13% de nos ressources hydrauliques. Le potentiel de croissance dans ce domaine est donc énorme. Dans le futur, nous serons un pays riche sur le plan énergétique, pas en pétrole ni en gaz, mais en ressources hydrauliques. Et cette richesse pourrait même générer des profits. Tout comme la biomasse finit par entrer en concurrence avec les terres cultivées nourricières, pour ce qui est de l'énergie hydrologique, les régions riches en eau seront en concurrence avec les régions habitées. L'utilisation de l'hydroénergie en Europe ne peut être appliquée que de façon limitée. Si on échange la dépendance au pétrole et au gaz contre une dépendance à la biomasse, à l'hydroénergie et aux fruits de certaines plantes, on sera tout autant dépendant des autres. Or, nous avons plutôt tendance, on le voit en Europe et aux États-Unis, à vouloir être le plus autosuffisant possible sur le plan énergétique. Et cela pour des raisons politiques, économiques et stratégiques. Comment faire pour ne pas dépendre des dirigeants douteux qui détiennent le monopole des énergies ?
Pour l'instant, les solutions de rechange ne soulèvent pas beaucoup d'espoir. N'est-il pas temps de surmonter notre méfiance de l'énergie nucléaire ? Choisir l'énergie nucléaire, c'est choisir une option qui suscite des sentiments mitigés dans de nombreux pays. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Ce choix ne portera donc pas l'unanimité. Deuxième point, l'Europe ne dispose pas de beaucoup d'uranium, ce qui nous rend une fois de plus dépendants des mêmes régions dont nous dépendons actuellement. Mais le point le plus épineux, si on considère la totalité de l'uranium qu'on peut produire sans que sa production entraîne une dépense d'énergie supérieure à ce que l'uranium peut produire, eh bien, cet uranium n'ajoute que 5 ou 10 ans à la fin de l'âge des énergies fossiles. Tous les investissements réalisés et tous les inconvénients inhérents aux déchets nucléaires ne nous apporteraient que 10 ans de répit. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Ce n'est donc pas une option valable. Que reste-t-il alors ? N'existe-t-il aucune solution qui nous affranchisse totalement de toute dépendance ? L'énergie solaire est de loin la meilleure de toutes les énergies renouvelables. Sur le plan de la physique, le soleil est le moteur de toutes les autres énergies renouvelables. On recourt à la mère de toutes les énergies, pour ainsi dire. La seconde raison, c'est que l'énergie solaire est désormais accessible. Les systèmes solaires existent déjà. Il faut encore améliorer leur potentiel, et cela de deux façons. Premièrement, les capteurs solaires doivent être plus efficaces et produire davantage. Deuxièmement, il faut que les systèmes à panneaux solaires deviennent beaucoup moins chers. Et pour faire baisser les prix, il va falloir les produire à grande échelle. With a diverse and rapidly growing customer base in Europe, the US, and China, spanning a wide range of applications, Suntech has achieved a reputation for producing innovative, high-quality, and low-cost solar solutions, demonstrating that it is a true global brand made in China. At Suntech, innovation plays a central role to realizing its vision of being a global energy leader. Xi Zhengrong, scientifique et homme d'affaires chinois, a intégré en 2006 la liste des 500 personnes les plus riches du monde éditée par le magazine Forbes. Lors de son entrée en bourse, sa société a empoché 6,5 milliards de dollars. Elle fabrique des panneaux solaires. Pour être honnête, lorsque j'ai rejoint ce laboratoire de recherche en Australie, j'étais loin de penser que cette technologie aurait un futur commercial à court terme. Je pensais même que ça se produirait après ma mort. Mais en 1995-96, on s'est rendu compte que ce marché progressait. Sa croissance était très rapide. Là, nous avons compris que c'était l'occasion ou jamais de saisir notre chance. Et nous nous sommes aussitôt mis au travail. Les premières voitures, les premières télévisions et les premiers ordinateurs coûtaient les yeux de la tête. 10 ans plus tard, on pouvait en changer tous les 3 ou 4 ans. Les cellules et les panneaux solaires ont le même potentiel, mais il faudra encore 20 ou 25 ans pour parfaire la technologie et organiser la société en fonction de cette énergie. Ce jour-là, nous serons enfin maîtres de notre approvisionnement énergétique. Il ne faut pas croire que nous serons dépendants des pays profitant d'un ensoleillement très important. Les gens font souvent l'erreur de penser que cette énergie dépend de la chaleur du soleil. Or, elle dépend uniquement de la lumière, des photons. Il est clair que les Pays-Bas en reçoivent moins que l'Espagne.
Il suffit de mettre 2 fois plus de panneaux sur son toit qu'en Espagne. C'est économiquement faisable et ça profite à la majorité. De plus, la gestion énergétique est entre les mains de chacun. Elle ne dépend plus d'une centrale unique. Mais l'aspect le plus intéressant de l'énergie solaire, c'est que le soleil n'appartiendra jamais à personne. Cela signifie que nous disposons d'une source collective qui peut profiter à tous les êtres humains. Et l'avantage économique est indéniable. Vous croyez donc à l'énergie solaire ? Ce n'est pas que j'y crois. C'est la seule option réaliste et accessible sur le plan des investissements. C'est aussi la seule énergie qui, à long terme, puisse profiter à la majorité des êtres humains. Les cotations boursières des panneaux solaires, de l'énergie solaire, ont connu une hausse fulgurante. Les secteurs de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire continueront à se développer tant que les cotations resteront élevées. Les prix élevés en bourse en disent davantage sur les besoins de nouvelles sources d'énergie que sur l'application efficace de ces technologies sur le terrain. Dans les années 80, les Saoudiens s'étaient déjà mis à l'énergie solaire, mais ils ont fini par y renoncer. In the early 80s, au début des années 80, l'Occident a conseillé à l'Arabie saoudite de développer les activités liées à l'énergie solaire. L'Arabie saoudite dispose de vastes terres, profitant du plus long ensoleillement au monde. À l'époque, j'étais responsable de l'organisme qui gérait ce programme. Nous le faisions en commun avec la France. Nous avons accepté pour faire plaisir à nos partenaires, mais nous n'étions pas convaincus que l'énergie solaire puisse être une source d'énergie majeure. Pourquoi les panneaux ne sont-ils pas connectés ? Il y a 20 ans, nous étions à même d'alimenter en énergie 3 villages à proximité. Al-Devela, Al-Oena et Al-Eterar. Mais la demande en électricité a augmenté de jour en jour. La population a également beaucoup augmenté. Aujourd'hui, la demande en électricité est telle que nous ne pouvons plus satisfaire ces villages. Après 10 ans de fonctionnement, nous avons aussi cessé d'approvisionner d'autres villages. Nous avons investi beaucoup d'argent dans le site que vous avez visité. Or, il n'a jamais produit plus de 5 à 6 kilowatts. De plus, son entretien était très problématique. Ce projet nous a coûté énormément de temps et d'argent. Le temps a montré que notre pessimisme était fondé, que la vision prônée par l'Occident n'était qu'un rêve. D'une part, la demande en énergie au niveau planétaire est démentielle. En termes de centrales d'énergie, il faudrait produire 10 à 20 000 mégawatts tous les 2 ou 3 ans. Or, en couvrant le désert de panneaux solaires, on produirait 2 mégawatts. Deuxièmement, l'Arabie saoudite a dépensé des milliards de dollars pour développer l'approvisionnement de pétrole dans le monde. Nous avons promis de produire 3 billions de barils dans les 25 ans à venir, tout en investissant 25 milliards de dollars dans la recherche.
Mais nous avons besoin des gouvernements, des grandes sociétés pour nous engager à développer de nouvelles sources d'énergie. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas une recherche universitaire. Les hommes politiques font de beaux discours, mais ils n'agissent pas. Voilà l'histoire de l'énergie solaire depuis 50 ans. C'est ce qui explique l'échec? C'est un échec. Et sans être pessimiste, je ne pense pas que cette technologie s'imposera dans les 25 ans qui viennent. La technologie solaire des années 80 n'a pas produit suffisamment d'énergie pour les Saoudiens. Mais cette technologie est bien plus efficace aujourd'hui. Alors qu'ils possèdent d'immenses réserves de pétrole et que le prix de l'or noir atteint des sommets, les Saoudiens ont-ils intérêt à investir dans l'énergie solaire? Pour les Chinois, la situation est différente. Ils sont obligés d'investir dans le soleil. Le gouvernement du pays l'a parfaitement compris. Le gouvernement chinois a compris que notre déficit énergétique handicapait fortement notre croissance économique. L'année dernière, le gouvernement a fait voter une loi sur les énergies renouvelables. Cette année, le gouvernement central a détaillé sa politique des programmes incitatifs autour de l'énergie biomasse et éolienne. Pour ce qui est de l'énergie solaire, le gouvernement central n'a pas lancé de programme incitatif. Mais bon nombre de gouvernements provinciaux, au Jiangsu, à Shanghai et au Sichuan, ont commencé à initier ces programmes incitatifs. C'est un excellent début. Selon les dernières estimations faites d'après les développements actuels, dans 25 ans, c'est-à-dire vers 2030, 10% de l'énergie utilisée dans le monde proviendra des énergies renouvelables. Et la biomasse est incluse là-dedans. Ce n'est pas beaucoup, il reste encore 90% des besoins à couvrir. Ce volume de 10% sera beaucoup trop faible pour résoudre le problème de l'énergie, ainsi que ses répercussions sur le climat mondial. Le site solaire abandonné en Arabie Saoudite montre le fossé qui sépare les mondes de l'ancienne et de la nouvelle énergie. Ceux qui sont prisonniers de l'énergie fossile ont du mal à s'en défaire. Il faut comprendre que nous ne disposons pas de 50 ou 100 ans pour développer ces énergies. Nous devons être opérationnels dans 25 ans ou plus tard. On ne peut pas éliminer du jour au lendemain les énergies fossiles. Nous en avons besoin notamment pour développer les nouvelles technologies. Mais tout en continuant à les utiliser, nous devons développer la meilleure solution pour l'avenir. Il ne s'agit pas de se demander si c'est utile, mais si nous pouvons attendre 2080 pour être opérationnels. Et s'il n'est pas impératif de mettre tout en œuvre pour faire des progrès considérables, afin qu'en 2030, on soit bien au-delà des 10% prévus actuellement. Le rythme actuel est bien trop lent. Deux mesures sont impératives pour accélérer les choses. Premièrement, il faut analyser le plus précisément possible le temps qu'il nous reste afin de convaincre tout le monde qu'il faut y arriver dans 30 ans et pas dans 60. Après cette constatation, il va falloir faire un choix, et un choix difficile. Actuellement, j'ai l'impression que chaque fois qu'on doit faire des choix cruciaux, que l'on doit choisir entre l'amputation ou la mort, eh bien on décide de commencer par se couper les ongles.
Ceux qui ont inventé le papier journal n'ont pas inventé la radio. Ceux qui ont inventé la radio n'ont pas inventé la télé. Ceux qui ont inventé la télé n'ont pas inventé le câble. Et ceux qui ont inventé le câble n'ont pas inventé Internet. Et aussi sûr que je suis ici sur ma chaise, ceux qui inventeront les énergies qui remplaceront le pétrole, les énergies fossiles, ce ne seront pas les grandes compagnies pétrolières. Ce sera un gars ou une fille dans un garage quelconque en Californie ou au Colorado ou peut-être aux Pays-Bas. Mais ce ne sera ni Shell, ni BP, ni Exxon. Ou bien quelqu'un en Afrique. Peut-être bien, Dieu le bénisse. Nous sommes dans un monde plat. L'innovation peut venir de n'importe où. La découverte capitale en biosciences peut venir d'un jeune Gabonais de 17 ans qui aura téléchargé le génome humain sur son iPod. C'est ce qui est merveilleux dans ce monde plat. Et la découverte majeure en bioénergie peut venir de la même façon. Mais aussi sûr que je suis assis ici, cela ne viendra jamais des grandes compagnies pétrolières. Elles essaieront peut-être de saboter cette découverte, mais ce ne sont pas elles qui l'inventeront. But